Professeur Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour Madame El Hachmi. Alors vous avez beaucoup écrit et réagi à l'affaire Bouraoui avec du recul. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les dessous de cette affaire, professeur Ben Saada. Alors l'affaire Bouraoui qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre est une affaire qui a mis en danger les relations entre l'Algérie et la France. Et en fait, elle est considérée par plusieurs comme la goutte qui fait déborder le vase dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Amira Bouraoui est une activiste algérienne. Elle a été connue récemment dans le Hirak, mais en fait, Amira Bouraoui est une activiste qui a milité durant le printemps arabe, dans la fameuse période du CNCD en 2011. Donc son activisme politique ne date pas d'aujourd'hui. En 2014, elle a créé un mouvement qui s'appelle Barakat. Le mot Barakat, c'est un mot qui a été utilisé par beaucoup d'activistes dans le monde. Vous avez par exemple en 2005 la création du mouvement Kifaya en Égypte. Vous avez en 2003 le mouvement géorgien Khmara qui a justement fait une révolution colorée en Géorgie. Khmara veut dire Kifaya, veut dire Barakat. Vous avez aussi un autre mouvement qui a activé au Soudan qui s'appelle Gerifna. Gerifna, ça veut dire y en a marre, on en a assez. Donc, c'est toutes des appellations qui sont issues de révolutions colorées. Par la suite, Amira Bouraoui donc, a beaucoup activé durant le Hirak. Et ce qui a marqué en fait, les esprits, c'est que lorsque Radio M a été fermé pour des raisons de financement étranger que j'avais écrit dans plusieurs articles, c'est elle qui a pris la barre. C'est elle qui a pris la barre de Radio M en animant des émissions qui étaient très très négatives par rapport à l'Algérie, tout en étant en Algérie. Et bien qu'elle soit poursuivie en justice, elle n'a jamais été inquiétée. Alors, son parcours d'activiste dévoile aujourd'hui ses ramifications avec la France parce qu'à notre grande surprise, on découvre qu'elle a la double nationalité puisque son avocat n'est autre que François Zimré, un diplomate français. Qui est-il exactement ? Alors, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'elle ait des relations avec des personnalités un peu, disons, qui sont dans le giron du Quai d'Orsay. Françoise Imré, qui a pris sa défense lorsqu'elle a été incarcérée en Tunisie. Françoise Imré est un avocat français, mais pas que. C'est quelqu'un qui a été nommé par Sarkozy ambassadeur des droits de l'homme, donc avec titre d'ambassadeur. Ensuite, il a été nommé par François Hollande comme ambassadeur au Danemark. Et c'est un monsieur qui a des relations avec le CRIF. C'est un monsieur qui a été en charge de monter tout un dossier sur les soi-disant crimes contre l'humanité en Syrie, en suivant la politique française belliqueuse contre la Syrie. Et donc, ce n'est pas un avocat, disons, commun. C'est un avocat, certes, mais c'est un avocat qui a énormément de relations avec le Quai d'Orsay et la diplomatie française. Donc, c'est quasiment certain que c'est le Quai d'Orsay. Il y a de forts doutes que ce soit le Quai d'Orsay qui soit intervenu pour que Maître Zimré prenne la défense de Amira Bouraoui. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partons bien sûr de son avocat, de son intervention, on parle aussi de l'intervention de l'ambassadeur de France en Tunisie, son exfiltration a été minutieusement préparée par les services français. Pourquoi les services français s'intéressent particulièrement à Bouraoui ? Alors, avant de répondre à cette question, il faut dire qui est l'ambassadeur de France en Tunisie.
Alors c'est M. André Parent. M. André Parent a été en charge de l'ambassade de France en Algérie entre 2012 et 2014. Je rappelle que le mouvement Barakat a été créé en 2014. Je rappelle aussi que le financement de Radio M, que j'ai dénoncé dans plusieurs articles, a été fait en 2014, que l'ambassade de France a été très impliquée dans cette affaire de financement de Radio M, parce qu'en fait, c'est un programme le CFI dépend directement du Quai d'Orsay, donc c'est certain que l'ambassade a été impliquée. Donc André Parent, l'actuel ambassadeur de France en Tunisie, connaît très bien Radio M, connaît très bien Bouraoui, et en fait, son successeur, c'est Bernard Rémier. Bernard Rémier, qui est le directeur de la DGSE actuellement. Donc, je vous rappelle que le financement de Radio M s'est fait en 2014, mais par la suite, pendant 2 ou 3 ans, il y a eu des formations payées par CFI dans différents pays arabes où on regroupait les activistes qui ont été choisis dans des programmes choisis. Par exemple, il y avait Radio M, mais il n'y avait pas que Radio M. Il y avait par exemple un groupe qui s'appelle New Syrian Voice, qui sont des activistes syriens, qui ont été financés à hauteur de 1,5 million de dollars dans la ville tristement célèbre qui a subi récemment un séisme qui s'appelle Gaziantep, qui est à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et dans cette ville, le CFI a monté tout un studio pour des activistes syriens. Et c'est quoi leur rôle? C'est justement de travailler à la désinformation contre leur pays et bien sûr poursuivre la politique française dans cette région. Mais est-ce que ceci et tous les éléments que vous dévoilez révèlent aujourd'hui un plan de déstabilisation contre l'Algérie, M. Ahmed Ben Saada? Alors, c'est certain que l'Algérie, j'ai montré dans différents articles, dans différents livres, que l'Algérie est visée par une déstabilisation, que ce soit par des pays comme les États-Unis, où il y a eu du financement de différentes ONG locales par des programmes de la National Endowment for Democracy, mais il y a aussi un financement qui vient d'autres pays européens, comme la France. Donc, et la France a ses relais au niveau de l'Algérie, a beaucoup de relais. Elle a énormément de gens avec qui elle peut travailler et elle fait en fait, de l'entrisme, je dirais même à la limite néocolonialiste, par différentes voies, en particulier la voie de la culture, par exemple. Mais est-ce que les arguments de cet activiste qui prétend avoir été empêché de voir son fils qui est à l'étranger, de voyager, d'être libre de ses mouvements, sachant qu'elle était bien sûr sous le coude d'une poursuite judiciaire par rapport à ses propos diffamatoires à l'égard de l'islam, qui n'ont rien à voir bien sûr avec ses activités politiques, tombent un par un puisqu'elle est en train de passer d'un plateau à un autre au niveau des télévisions françaises? Pourquoi le choix de ces télévision, particulièrement, monsieur professeur Ahmed Saada? Alors, lorsque j'ai écrit mon article de fond concernant le financement de Radio M, j'ai montré qu'il y a certaines télévisions qui dépendent directement du Quai d'Orsay. Vous avez France 24, vous avez Monte Carlo Doualiya et vous avez RFI. Et ce groupe télévision, ce groupe qui s'appelle France Média Monde, est aussi actionnaire à TV5. Monde. Donc, si on voit Madame Bouraoui, TV5 Monde, France 24, c'est sûr que c'est pas anodin. Ce ne sont pas des télévisions privées, ce sont des télévisions de l'État français. Donc, et puis, on l'a vu directement après, c'est-à-dire il n'y a pas eu de laps de temps, il n'y a pas eu. C'est comme si elle était en service commandé contre l'Algérie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, professeur Ahmed Saada, par rapport à vos écrits, par rapport à vos réactions à cette affaire Bouraoui. Vous dites aujourd'hui que son argument tombe à l'eau puisqu'elle a caché pendant toutes ces années sa double nationalité. C'était prémédité. Alors, je ne sais pas. Parce qu'on sait qu'elle l'avait acquise il y a il y a une plusieurs vingtaine d'années. Vous savez,
Ce ne sont pas des choses qui se cachent. D'un jour ou l'autre, ça se sait. Donc, le fait qu'elle ait caché cette double nationalité, c'est peut-être pour faire valoir son amour pour le pays, etc. Alors que la première déclaration qu'elle a faite quand elle est partie en France, c'est de dire l'Algérie m'a mis dehors et c'est la France qui m'a recueilli. Je paraphrase un peu ce qu'elle a dit, mais c'est un peu ça. Donc, c'est de donner du crédit à la France et jeter l'Algérie dans des limbes négatives, disons. Alors, est-ce que aujourd'hui cette affaire a fait tomber les masques des promoteurs en Algérie et à l'étranger de la transition politique? Alors, durant le Hirak, il y avait deux options. Il y avait l'option de la voie constitutionnelle, celle qu'on a suivie, et il y avait une autre voie qui était la voie de la transition. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça veut dire on balaye la table et on commence à zéro. Mais qui étaient les partisans de cette voie-là? Vous avez les mouvements le MAC, le mouvement séparatiste, vous avez les gens de Rachad, les anciens du FIS, vous avez ces ONG-là qui étaient financés par les États-Unis, vous avez tous des gens qui ont un lien avec l'étranger. Tous ces personnes-là, tous ces groupes-là, et en plus, les mêmes médias dont on a parlé tout à l'heure, ces mêmes médias n'invitaient que. Par exemple, moi, j'ai écrit des dizaines et dizaines d'articles, j'ai écrit des livres, je n'ai jamais été invité parce que, en fait, moi, je prenais la voie constitutionnelle. Et pourquoi je prenais cette voie constitutionnelle? C'est que les groupes qui prenaient l'inverse étaient des groupes complètement antagonistes. Ils n'auraient pas tenu le coup et ça aurait été très dommageable pour l'Algérie. L'Algérie serait actuellement dans un chaos si on avait suivi la voie de la phase de transition. Mais aujourd'hui, les masques sont tombés, on les connaît. Alors aujourd'hui, ce qui est avec le relais ce qui est de bien en fait, c'est que quand j'ai écrit les différents articles, moi et d'autres personnes, on ridiculisait cette affaire de main de l'étranger. On essayait de ridiculiser la main de l'étranger, mais là on voit très bien que la main de l'étranger est non seulement forte, mais elle est là présente. Alors, quand vous parlez des mains de l'étranger, qui finance aujourd'hui ces organisations ou ces mouvements, professeur Ahmed Saada? Puisque sur la question de financement, vous avez aussi écrit beaucoup d'articles. Alors, j'ai écrit beaucoup d'articles sur les financements des organisations non gouvernementales, soi-disant non gouvernementales, mais en fait qui dépendent de certains gouvernements, et j'avais demandé à ce qu'ils soient contrôlés. Pourquoi? Parce que il y a des ONG qui œuvrent dans le domaine social, et c'est très salutaire, mais il y a des ONG qui œuvrent dans la déstabilisation des certains pays. Et on les connaît. C'est les ONG qui œuvrent dans le domaine politique pour casser, pour déstabiliser ou pour faire des régimes change. Il faut absolument soit les interdire, soit les contrôler de manière sérieuse. Et nous ne sommes pas les premiers. Par exemple, vous avez en Russie, en 2015, toutes ces ONG-là dont j'ai parlé dans mes articles, comme la National Endowment for Democracy, comme Freedom House, comme l'USAID, comme l'Open Society de George Soros, toutes ces organisations qui financent les régimes change ont été interdits. Que ce soit donc en Russie, mais vous avez aussi une limitation drastique en Chine, par exemple. Vous avez des interdictions aussi au niveau de certains pays d'Amérique du Sud, comme le Venezuela, comme la Bolivie, etc., où ces organisations que j'ai appelées, au lieu d'appeler ça organisations non gouvernementales, je les ai appelées organisations non grata. Alors, vous parlez bien sûr de leur financement et leur ramification. C'est un plan qui s'est préparé depuis quelque temps déjà, puisque nous avons vu que certains pays arabes, pendant le printemps arabe en 2011, en ont payé les frais. Alors, dans mes recherches, je remonte à plusieurs années avant le début du printemps arabe. Les financements ont commencé des années avant, les formations ont commencé des années avant, et en fait, nous avons des preuves que les financements ont été octroyés justement pour préparer au moment opportun des changements dans la région MENA, la région Middle East and North Africa. Alors, professeur Ben Saada, bien sûr, il y a eu financement, il y a eu aussi à la fois, vous parlez de formation. Ouais. Donc, les choix de ces personnes est ciblé, professeur Ben Saada?
Alors, il y a, Les profils sont... il y a au niveau des ambassades, par exemple de certaines ambassades, il y a les recherches de ce qu'on appelle des leaders. Il y a souvent des programmes de leadership, etc. Alors, à quoi servent ces programmes? C'est justement à essayer de trouver les leaders dans une société et de les former à ce qu'on appelle les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc., qui sont pas, en fait des principes louables, mais qui, dans la pratique, sont des principes qui sont utilisés pour les régimes change. Alors, les libertés d'expression, démocratie, sont devenues aujourd'hui des enjeux de déstabilisation. Professeur Ahmed Ben Saada, dernière question pour cette première partie. Exactement, parce que, en fait, personne ne peut être contre la démocratie, personne ne peut être contre la liberté d'expression. Vous comprenez, les droits de l'homme, tout le monde mais quand on utilise les droits de l'homme, la liberté d'expression à géométrie variable, ça ne marche plus. Quand on utilise, par exemple, quand on fait fi des droits de l'homme et de la liberté d'expression de Julian Assange et qu'on nous parle chez nous de liberté d'expression, c'est qu'on fait du double standard. Alors, professeur Ahmed Ben Saada, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur l'affaire Bouraoui. A-t-elle fait tomber les masques des promoteurs en Algérie et à l'étranger de la transition politique? Vous dites oui dans la première partie de l'invité de la rédaction. On découvre aujourd'hui que les artisans de l'exfiltration de Bouraoui ont tous été diplomates en Algérie, en exercice en Algérie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un effet de coïncidence entre l'article incendiaire de Xavier Driancourt publié quelques jours avant l'exfiltration de l'activiste Amira Bouraoui, professeur Ben Saada? On a tout à penser que cet article-là est un article, je le rappelle, incendiaire contre l'Algérie, qui en fait bafoue toutes les règles de la déontologie et l'éthique diplomatique. C'est un article à charge contre l'Algérie et comme par hasard venu polluer les relations entre l'Algérie et la France juste avant l'exfiltration de Madame Bouraoui. Je rappelle que j'avais écrit un article où j'expliquais que M. Driancourt était en fait, était à l'origine de plusieurs malversations, en fait, de détournement, d'être complice avec d'autres diplomates de détournement des deniers de l'État, qu'il a été en fait qu'il a bradé aussi les biens de l'État français au profit d'un oligarque algérien qui est actuellement en prison, etc. Donc ce monsieur-là qui nous donne des leçons de démocratie, des leçons de savoir-vivre, qu'il devrait balayer dans sa cour avant de venir nous donner des leçons. Autre chose, je remarque que depuis, donc avant l'exfiltration de Madame Bouraoui et après, Monsieur Driancourt occupe l'espace médiatique français. C'est comme s'il était il était devenu le porte-parole du gouvernement français. C'est absolument ahurissant pour un diplomate qui a été à deux reprises ambassadeur de l'Algérie, de la France en Algérie. Autre chose, on remarque aussi que M. Driancourt, dans sa première présence, était en poste entre 2008 et 2012, qui correspond, donc 2011 correspond au CNCD, au printemps arabe, et comme par hasard, entre 2017 et 2020, il a été en poste ici. En 2019, on a eu le Hirak. Donc c'est quelqu'un qui a été extrêmement impliqué dans des mouvements sociaux qui ont touché non seulement l'Algérie, mais qui ont touché aussi la zone de notre pays, la zone MENA, Middle East and North Africa. Et donc ce monsieur-là a eu affaire avec les gens qui étaient dans le Hirak, les gens qui poussaient en fait le Hirak vers la voie disons dont on avait parlé tout à l'heure, qui est la voie la fameuse voie de transition. Et donc puisque le gouvernement français a lui-même déclaré qu'il était pour la voie de la transition, M. Driancourt a travaillé pour ça. Donc ces relations avec les gens, ces ONGistes, les gens qui ont été financés par l'étranger, n'est plus à démontrer. Alors, et bien sûr, selon des observateurs, il a même violé le principe déontologique de diplomatie, l'obligation de réserve. Mais que cachent les propos de Xavier Driancourt aujourd'hui qui préconise la chute de l'Algérie?
Alors, professeur Ahmed c'est Saada. c'est Il dit absolument l'Algérie comment va moi, sombrer, va faire ouais, sombrer ouais, avec elle la mais France, je donc que dis l'Algérie est que, en train en d'émerger. fait, ce que j'ai répondu, c'est que la France n'a même pas besoin de l'Algérie pour sombrer. Elle peut sombrer toute seule quand elle a des diplomates comme M. Driancourt. Regardez ce qui se passe en la diplomatie, les grandes réalisations, entre guillemets, de la diplomatie française. Vous avez la perte de contrats mirobolants avec l'Australie. Vous avez une situation dans le Sahel où la France n'est plus et est complètement indésirable. Vous avez aussi une tentative de médiation dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a été très mal perçue et très mal vue par les Russes. Donc, et maintenant, au lieu de s'occuper en fait de son pays, de développer des relations intéressantes pour son pays, il est en train de casser une relation entre l'Algérie et la France. Mais M. Driancourt a été en poste dans d'autres pays. Il a été, par exemple, il a été en Malaisie. Pourquoi il ne parle pas de la Malaisie? Pourquoi il fait une fixation sur l'Algérie? Est-ce que l'Algérie est devenue son cauchemar depuis qu'il a été éconduit? Parce que quand il a quitté l'Algérie, il a quitté pas de manière disons, très catholique. Il a quitté l'Algérie, il a été sommé de quitter l'Algérie. Donc, est-ce qu'il est en service commandé? Est-ce que c'est une vengeance personnelle? Est-ce que son comportement n'est pas digne d'un diplomate, même de bas niveau? Alors, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, professeur Ahmed Saada, c'est que la démultiplication des interventions, l'occupation, bien sûr, des médias, les interventions tout azimut, également sur les réseaux sociaux, vous avez fait référence à ce type de comportement dans ce que vous appelez aujourd'hui les 5 principes de la propagande de guerre appliqués au discours de certains aussi organisations qualifiées de terroristes, comme par exemple Rachad. Est-ce que c'est le même principe qui est aujourd'hui appliqué à ce type d'activité aujourd'hui? Est-ce que c'est la forme de guerre soft power? Mais c'est sûr, nous vivons actuellement une guerre de quatrième génération, donc Une une guerre guerre, une guerre médiatique. médiatique. Je rappelle que les 5 principes de propagande de guerre, c'est cacher les intérêts. Donc on cache nos intérêts, les intérêts qui nous guident. Donc les groupes qui font ça, ils cachent leurs intérêts. Ils cachent l'histoire, ils modifient l'histoire, ils essayent de rendre l'histoire. Je vous rappelle que M. Macron avait dit que l'Algérie n'existait pas avant 1830. Par exemple, c'est une façon de cacher l'histoire, de diaboliser l'adversaire. Alors, l'adversaire est toujours... alors l'adversaire, comme on a vu dans les déclarations de M. Driancourt, est un pays totalitaire, est un pays dictatorial, etc., etc. On diabolise, on diabolise, on diabolise. Et on se fait passer pour des défenseurs des victimes. C'est-à-dire, nous sommes venus sauver Mme Bouraoui de la dictature algérienne. Donc ça aussi, c'est un principe de guerre. Et vous avez aussi monopolisé le débat, monopolisé et empêcher le débat, c'est-à-dire essayer de ramener dans des tables rondes ou dans des discussions que des gens qui pensent comme nous. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui est invité, mais qui ne pense pas comme la doxa, qui ne pense pas comme le mainstream, qui ne pense pas comme ce que veut la France en Algérie. Donc tout cela est utilisé contre l'Algérie actuellement. Tous ces principes de propagande de guerre sont utilisés actuellement. C'est le même mode opératoire qui est utilisé aussi par les autres organisations terroristes, le MAC et Rachad. Exactement, mais ce n'est pas juste le MAC ou Rachad, ce sont des principes de propagande de guerre qui sont utilisés à chaque fois qu'il y a un conflit. Mais il faudrait que le citoyen puisse comprendre qu'il y a des principes sur lesquels cette guerre de quatrième génération est construite. Alors, la dernière aussi, attaque médiatique du journal Le Monde, entre autres, elle rentre dans ce cadre-là. Cela confirme indirectement ou directement, pratiquement, Oui, professeur Ben Saada, c'est l'implication oui. aujourd'hui de la France. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Pourquoi il y a l'exfiltration d'une ressortissante algéro-française
Et que fait le monde? Il fait la une avec une histoire de l'Algérie qui est la dictature en Algérie. Je veux dire, quel est le rapport? La France exfiltre une ressortissante et c'est l'Algérie qui est une dictature. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, en fait, les articles, les 3 articles du Monde qui ont été récemment publiés confirment qu'il y a une volonté de diaboliser l'Algérie et les invités qui ont été interviewés par ce journal-là sont tous des gens qui ont soit été financés par des organes, des organes de financement, d'exportation de la démocratie dont j'ai parlé tout à l'heure, soit c'est des personnes qui ont une affiliation particulière par rapport à la France et qui ont une animosité contre l'Algérie. Alors, professeur Ahmed Ben Saada, vous avez beaucoup de questions d'auditeurs ce matin qui vous félicitent justement pour votre intervention et vous disent à la fois, vous parlez de financement. De quelle nature sont-ils aujourd'hui ces financements? C'est des financements directs par rapport à ces activistes et leurs ramifications ou ce sont des financements indirects? Est-ce que vous avez aussi la preuve de ces financements et leur montant? Alors, dans mes articles et dans mes 2 livres, que ce soit le Arabesque ou le livre Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak, j'ai publié les documents officiels. C'est-à-dire que vous prenez une organisation comme la Ligue algérienne des droits de l'homme qui a été dissoute récemment, a reçu de l'argent. Vous prenez une organisation comme le RAJ, Rassemblement Action Jeunesse, a été financée par la NED. Nous avions la chance d'avoir des documents qui étaient publiés par la National Endowment for Democracy. Maintenant, il les publie plus, mais nous avons des montants. C'est-à-dire que vous avez des montants qui ont été donnés, par exemple, au RAJ, $50 000 par an, $30 000 par-ci, $50 000 par-là, et ce n'est que la pointe de l'iceberg, parce qu'après il y a une prise en charge, il y a des formations, tout cela ne rentre pas là-dedans, c'est-à-dire ces gens-là sont pris en charge, ils vont dans des hôtels, ils vont dans des conférences et ils voyagent. Par exemple, dans le cas de Radio M, le financement de Radio M dont j'ai parlé tout à l'heure, après le financement donc pour la création, d'après le témoignage d'une personne qui travaille avec Radio M en 2014, il a servi à construire le studio. Mais après cela, il y a eu aussi des formations. Il y a eu une formation à Beyrouth, il y a eu une formation à Amman en Jordanie, il y a eu une formation aussi en France, qui s'est fait avec l'aval de l'ambassade, parce que c'est l'ambassade qui finance les voyages, etc. L'ambassade ne peut pas ne pas être au courant de cela. Mais à quoi servent ces formations? À diaboliser les États? Alors, les dirigeants? L'armée populaire nationale? Alors, les formations dépendent des pays visés. Vous savez, il y a par exemple, vous avez dans la National Endowment for Democracy que je connais très bien, vous avez un volet qui est, par exemple, qui est destiné aux syndicats, par exemple. D'accord? C'est la Solidarity Center. Vous avez un volet qui est destiné aux entreprises, qui est le CEPE. Vous avez un volet qui est destiné à la démocratisation, les élections, etc., le libre, etc., qui est avec la NDI. Vous avez l'IRI aussi qui finance ce genre de choses. Donc, il y a des financements qui sont spécialisés, qui sont bien ciblés par rapport à la société où on veut. Par exemple, si vous regardez, j'ai étudié récemment le financement de la NED dans les 10 dernières années au Sri Lanka, et j'ai regardé qui a été financé. Vous savez, alors, la courbe montre qu'il y a un très gros financement dans les syndicats, parce que les syndicats sont très importants au Sri Lanka. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un effet de corrélation, c'est-à-dire là où il y a eu financement, il y a eu déploiement des activistes au niveau des États et des pays qui ont été à l'origine de la chute des régimes qui étaient en place? Mais c'est ça, en fait, ma thèse est là-dessus, c'est que bien en Libye, en Égypte, vous avez, regardez bien, en Syrie, en Irak. Dans mon livre, je détaille tout ça, et dans mes articles par la suite, bien sûr, parce que les informations sortent peu à peu. Et donc, vous avez, par exemple, le modus operandi qui a été utilisé en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan. C'est le même modus operandi qu'on voit qui est utilisé en Égypte, qui a été utilisé en Tunisie, qui a été utilisé en Libye et en Syrie. Quoique, au Liban, par exemple, en 2005, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Rafik Hariri, il y a eu
les gens qui forment, ce sont les gens d'Otpor, on n'a pas le temps d'en parler, j'en ai déjà parlé, les gens d'Otpor qui ont créé un centre qui s'appelle le centre Canvas, étaient présents à Beyrouth pour justement former les gens et leur montrer comment manifester dans les rues, comment utiliser l'espace public et l'espace réel pour justement faire des manifestations. Et aussi, il y a une formation de cyberactivisme avec des logiciels anonymisés, c'est-à-dire des logiciels qui ne permettent pas d'être détectés par le gouvernement, etc. Donc, tout cela a été utilisé dans différents pays et j'ai montré aussi que cela a été utilisé dès le début du Hirak, dès le début de 2019. Et ça ne veut pas dire que tout le monde, je précise et j'insiste là-dessus parce que tous les gens me disent nous avons manifesté puis on n'était pas financé. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont manifesté étaient de mauvaise foi. Non, c'est pas ça que je dis. C'est la tournure qu'après le Hirak. Il y a des raisons pour que le Hirak soit là et le Hirak a eu beaucoup d'effets positifs dans la société algérienne. Le problème, c'est lorsqu'on profite de cette vague pour aller imposer un agenda étranger. Mais c'est ça où est le problème. Ce qui s'est passé, par exemple, en Libye, c'est que la phase non violente, la phase des manifestations non violentes, qui a précédé, qui était venue juste au début 2011, a été directement suivie par une phase très très violente où des groupes djihadistes ont pris place en Libye et nous voyons dans quelle situation est la Libye. Et la Syrie a échappé aussi, malgré le fait qu'elle soit complètement détruite, mais elle a échappé grâce au soutien de la Russie. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'Algérie paye le frais de ses positions qui restent constantes pour les libertés et l'intégrité des États. Est-ce qu'il y a aussi un complot maroco-sioniste, puisque nous avons vu et lu que l'avocat de Bouraoui, François Zimré, était proche des dirigeants sionistes et également, on l'a vu défiler également aux côtés de BHL. Et on se souvient de BHL, à l'origine de la destruction, bien sûr, de la Libye. François Zimré a été aux côtés de BHL dans l'affaire du Darfour, une affaire qui a mené à la division du Soudan, on s'en rappelle. Mais pas que. Zimré a été aussi, il a été vice-président de la commission d'études politiques au CRIF et il a de très très bonnes relations avec tous les dirigeants israéliens sionistes. Donc c'est pas. Et en plus, Monsieur François Zimré a été mandaté pour enquêter sur les soi-disant crimes de guerre de Bachar el-Assad. Et cela était une volonté du gouvernement français. Je vous rappelle que le gouvernement français disait de Jabhat al-Nusra qu'ils font du bon travail. Donc cela voulait dire qu'en fait, Jabhat al-Nusra a été épaulé par le gouvernement français, entre autres, et d'autres gouvernements aussi. Avec cette exfiltration, bien sûr, autre question de l'auditeur de Bouraoui, est-ce qu'aujourd'hui, on veut indirectement impliquer la Tunisie? La volonté, c'est de s'aborder les relations algéro-tunisiennes. Professeur Ahmed Saada, c'est la raison, Ben Saada, c'est la raison pour laquelle les autorités algériennes ont réagi au plus haut niveau par le président de la République. Exactement. Moi, je pense qu'actuellement, la Tunisie vit aussi des moments difficiles et son président est sur la sellette vis-à-vis des pays occidentaux. Et ce qui fait, en fait, ce qui est cocasse un peu, c'est que lorsque Mme Bouraoui est arrivée en France et est passée sur les plateaux, elle a dit « j'ai reçu l'aval de M. Kais Saïd », c'est-à-dire elle voulait directement impliquer le président, alors que le président, le même jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a limogé le ministre des Affaires étrangères. Le ministre, je dis bien le ministre des Affaires étrangères, je n'ai pas dit le ministre de l'Intérieur, parce que normalement, s'il voulait juste sauter un fusible, il aurait enlevé le ministre de l'Intérieur et pas le ministre des Affaires étrangères, parce que le ministre qui est en charge de la police des frontières, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le ministre des Affaires étrangères était en relation avec M. Parent, et c'est tout à fait normal, parce que les affaires étrangères travaillent main dans la main avec les diplomaties.
Alors, autre commentaire de l'auditeur, professeur Ahmed Ben Saada, ces bouleversements rentrent dans un processus mûrement réfléchi. La chute des élites des régimes au pouvoir cédera la place à la nouvelle élite gouvernant, dénommée pour la circonstance Génération 11, en référence à 2011, et avec laquelle les pays occidentaux ont des affinités et seront en adéquation en matière de communication. Il s'agit des élites de tendance ultra-libérale et islamiste. C'est ce qui se concocte. Exactement. Nous voyons sur le terrain, sur les différents terrains où il y a eu soit des révolutions colorées, soit des printemps arabes, que les élites qui ont été choisies sont des élites ultralibérales. On peut même citer des noms en Algérie, des anciens, en fait, des anciens militants de gauche qui ont complètement viré au néolibéralisme et l'ultralibéralisme, mais aussi à des groupes d'obédience djihadiste. Donc, et les pays arabes, ce qui se passe dans les pays arabes est une bonne leçon pédagogique sur le sujet. Et les groupes, bien sûr, islamistes avaient été soutenus, on se souvient, en 2011 par Hillary Clinton. Alors, on veut reproduire le même schéma, c'est-à-dire d'éclatement des États, comme ce fut le cas avec l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire aller vers la balkanisation des États, et c'est ce qui se produit actuellement au niveau de certains pays comme la Libye, la Syrie et le Yémen. Ah oui, mais ce plan-là, qui est le plan de Odadi Yonon, date des années 80. Donc ça Le Grand Moyen-Orient. Le projet du Grand Moyen-Orient, qui est la balkanisation. Qui a été repris par Bill Clinton et par la suite par son épouse. Il y a différentes propositions, en fait, même de certains penseurs de la militaire américain. J'ai même écrit un article où je montrais les différentes cartes qui ont été établies, où on veut balkaniser les pays arabes pour qu'ils deviennent des micro-États qui ne représentent pas un danger pour l'existence d'Israël. En fait, c'est ça en fait, ce qu'on cherche, c'est que la viabilité d'Israël ne sera atteinte, acquise, que lorsque les pays arabes qui sont autour seront extrêmement faibles, et c'est-à-dire complètement balkanisés. Par exemple, vous avez l'Irak qui était divisé en 3 parties, vous avez par exemple la Libye qui est divisée en 3 parties, le Soudan a disparu, a été coupé déjà, on sait, et la Syrie aussi a été divisée en fait, le plan tentait à le diviser en plusieurs parties, etc. Et ces cartes existent, vous avez juste à aller sur mon site et regarder les articles que j'ai écrits sur le sujet. Et justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Ahmed Saada, cela veut dire que l'Algérie est véritablement une cible aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à penser que les gens n'y croient pas réellement. Vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « Votre invité parle bien, ses arguments sont valables, il est très convaincant. Cependant, est-ce que c'est un coup de main, par exemple, pour cette étrangère ou un coup de la Isaba ?» C'est les deux à la fois. Oui, mais il faut comprendre, je vais répondre à la première partie de la question, il faut comprendre que l'Algérie a été visée, est visée et sera visée. Je veux dire, nos positions politiques fermes contre l'existence d'Israël et la cause palestinienne, notre position ferme concernant le Sahara occidental, notre alignement qui ne s'est pas fait pour cet Occident arrogant, notre volonté de rejoindre les BRICS, vous comprenez, tout cela n'aide pas à avoir une relation, disons, apaisée avec les pays occidentaux qui cherchent à imposer leur politique dans la région. Il faut une mobilisation de l'élite nationale. Alors, non seulement il faut mobiliser l'élite nationale, mais il faut aussi avoir un front intérieur très fort, un front intérieur médiatique très fort qui présente à chaque fois des arguments et des arguments contraires par rapport à ce qu'il se dit dans les médias mainstream, qui sont à l'opposé de ce qu'il prône, c'est-à-dire la liberté d'expression. Et la démocratie. Professeur Ahmed Ben Saada, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.